Ce traité est entré en vigueur en 1994. Depuis, la bataille entre l'agro-industrie, qui opère au niveau mondial, et les petits exploitants est devenue un combat inégal. Jusqu'alors, le Mexique produisait son propre maïs. Depuis les accords, il importe de plus en plus de maïs subventionné américain, qui est moins cher, et de plus en plus de maïs transgénique américain, qui est encore moins cher. La culture du maïs transgénique, longtemps interdite au Mexique, vient d'être autorisée par le gouvernement mexicain, censément à des fins scientifiques. L'accord de libre-échange n'a pas seulement transformé l'agriculture et l'économie mexicaine, mais la société tout entière. Les structures agricoles et les conditions de vie des petits exploitants évoluent rapidement. Le SECAM, une ONG mexicaine, observe et analyse les changements en cours et à venir sous la houlette de Ana de Ita. Le gouvernement mexicain subventionne les multinationales, les géants comme Cargill, Archer Daniels Midland, Maseca, une multinationale mexicaine, et Minsa, pour qu'ils transportent le maïs à travers tout le pays, du nord au sud, du Sinaloa au Yucatan, du Sinaloa au Guerrero. C'est le gouvernement qui paye le transport et les frais de stockage. Tout cela va dans les poches des multinationales. La plupart des petits producteurs ne reçoivent pas d'aide. Il n'y en a que pour le programme Procampo. Auparavant, l'État vendait le maïs à un prix fixe aux petits paysans. Il protégeait le cours du maïs. Ce système a été abandonné. Les petits exploitants ne peuvent plus vendre leur maïs excédentaire à l'État. Les grandes entreprises sont les principales importatrices de maïs américain au Mexique et elles sont largement subventionnées par le gouvernement américain. Les seules gagnantes dans l'affaire, ce sont elles. La Sierra Juárez tient son nom de Benito Juárez, le premier président indien du Mexique qui lutta pour l'indépendance du pays. Ici, le peuple zapotèque s'est opposé à la politique du gouvernement mexicain visant à une prétendue modernisation du pays. Les conséquences de l'accord de libre-échange sont visibles dans chaque village. Au cours des 10 dernières années, 2 millions de paysans ont abandonné leur village et leurs champs. Ils sont partis dans les grandes villes ou ont émigré aux États-Unis. Santa Maria Jaltianguis s'est vidé de 70% de ses habitants. Le maïs ne pouvait plus les nourrir. Le kilo de maïs produit par les petits paysans coûte 5 pesos. Celui produit par l'agriculture subventionnée en vaut 2,5. S'il est aussi bon marché, c'est que les dommages induits par l'exploitation agro-industrielle ne sont pas pris en compte. Destruction des sols par la monoculture, effet sur le climat, perte de la biodiversité. Aldo González se bat pour que les paysans restent, pour que la terre qu'ils possèdent en commun demeure entre leurs mains et pour qu'ils reçoivent le soutien dont ils ont besoin dans leurs montagnes. Il se bat pour une autre politique. Pour nous, la politique du gouvernement a pour objectif de rendre aux paysans la vie si dure qu'ils finissent par renoncer. Ils n'auront plus qu'à devenir ouvriers en usine et à consommer les produits de l'agro-industrie. Nous luttons pour l'autonomie des populations indigènes. Dans ce contexte, le maïs a une importance capitale.
Il veut préserver la culture traditionnelle du maïs avec ses 60 grandes variétés mexicaines et leurs milliers de variantes. Il se bat contre la culture du maïs génétiquement modifié et la contamination volontaire des espèces autochtones. Traditionnellement, la plante principale, c'est le maïs. C'est la denrée de base. Ensuite, on a des haricots qui prennent appui sur les tiges de maïs pour pousser, mais qui vont aussi fixer dans le sol l'azote dont le maïs a besoin. Enfin, on plante des courges parce qu'elles ont de grandes feuilles qui retiennent l'humidité au sol. Il fait pousser 3 variétés de maïs dans son champ. Au Mexique, le maïs blanc est très apprécié pour les tortillas. Ça, c'est une autre variété, de couleur violette. Le maïs jaune, c'est encore autre chose. Il est beaucoup plus dur. Aldo veut préserver cette diversité. Pour lui, ces variétés, ce système de culture et la propriété collective font partie de son patrimoine et doivent être protégées. Il voudrait que les générations futures puissent encore consommer ces mêmes variétés de maïs et que la population indigène ait voix au chapitre sur l'avenir de la région. Son action contre la politique du gouvernement mexicain et la stratégie des multinationales lui a valu des menaces. Et bon nombre de médias américains l'ont traité de guerriero. Il y a peu, il a découvert dans son champ un plant de maïs différent des siens. Il l'a fait analyser. J'ai découvert qu'il s'agit bien d'un plant transgénique. Il comprend au moins 3 types de gènes étrangers. Pour moi, quelqu'un a voulu contaminer les variétés locales de maïs. Et tout cela est intentionnel. Autrement, je ne vois pas comment ce plant aurait pu arriver dans mon champ. Je ne l'ai pas semé. Et je ne crois pas que ce soit le fait d'un individu isolé. Ce sont probablement les grandes sociétés productrices de maïs transgénique qui sont derrière tout ça. Elles ont intérêt à contaminer les champs de maïs mexicains. Ici, les variétés de maïs sont traditionnellement un bien commun. Les multinationales veulent les modifier génétiquement, les breveter, les privatiser et en faire des denrées commercialisables sur le marché mondial. Leur objectif est de contrôler les semences et la production. Pour les petits exploitants, cela revient à une expropriation. Aldo conseille les paysans locaux en matière de culture et leur fournit aussi une aide juridique. Ensemble, ils cherchent à s'unir à d'autres petits producteurs à travers le monde. Guadalupe et Valdemar ont décidé de rester à Guelatao. Aux États-Unis, des millions de leurs compatriotes gagnent une misère comme ouvriers agricoles ou saisonniers. Les frontières deviennent de plus en plus hermétiques et les immigrés illégaux sont désormais considérés comme des criminels. Ils ne voient pas leur avenir là-bas. Ils préfèrent vivre dans leur tradition, au sein d'une culture qui vénère le maïs, la plante nourricière. Guadalupe prépare une soupe pour la fête des morts. Elle est composée de maïs, de courges et de canne à sucre. On en déposera un bol sur le caveau familial. On s'y rend chaque année pour le jour des morts. C'est une tradition bien vivante, non seulement dans le village, mais dans toutes les villes du Mexique.
Nous sommes à Oaxaca la nuit du 1er novembre. Lors de cette fête, à mi-chemin entre culte des morts et bal masqué, les Mexicains affluent vers les cimetières pour y retrouver leurs parents décédés. Car on dit que pendant ces 24 heures, les morts reviennent parmi les vivants. On chante, on prie, on mange et on boit tous ensemble. Sur les tombes, on place tout ce que les morts aimaient boire et manger. Il y a beaucoup de plats à base de maïs, mais aussi du soda et des chips. La famille au grand complet va veiller toute la nuit sur la tombe de la petite Miranda. Pour tenir jusqu'au matin, on a préparé de grandes quantités de soupe de maïs et de viande de porc. On l'agrémente de radis, de coriandre et de beaucoup de tequila. La petite fille avait 4 ans quand elle est morte. La bataille de nos assiettes, c'est aussi une guerre pour la possession de la terre. Autrefois, le Morelos était constitué à 80% de propriétés collectives. Aujourd'hui, elle ne couvre plus que 40% du petit État. Et les Mexicains appellent ces terres qu'ils possèdent et travaillent en commun des ejidos. Ils les ont obtenues de haute lutte il y a près d'un siècle, grâce au combat d'Emiliano Zapata. Ces terres collectives ne pouvaient ni être vendues, ni devenir propriété privée. L'accord de libre-échange conclu avec les États-Unis a tout changé. Le gouvernement mexicain a modifié la loi issue de la Révolution qui avait fondé le Mexique moderne. La Constitution a été amendée et le paragraphe gênant rayé du texte. Ces lotissements ont été construits à des fins spéculatives par des sociétés mexicaines avec l'argent d'investisseurs étrangers. Aujourd'hui, ils envahissent le paysage. Destinés au week-end des habitants de la capitale, ils sont vides. On a fait pousser des villes fantômes sur ces terres autrefois fertiles. L'immobilier a commencé à se développer il y a à peu près 50 ans dans le Morelos. Les terres collectives, appelées les ejidos, sont passées progressivement aux mains d'organismes privés qui ont morcelé et viabilisé les terres pour les revendre beaucoup plus cher. Ce procédé était parfaitement illégal. C'est au mépris des lois en vigueur que ces propriétés collectives sont devenues des propriétés privées, de manière à tirer le maximum de profit de leur commercialisation. Et de cette façon, ce qui fut les ejidos, enfin une grande partie des ejidos, a disparu. Les petits exploitants mexicains ont perdu leurs terres et le pays est de plus en plus dépendant du cours mondial des matières premières agricoles. Ces nouvelles maisons finiront peut-être par se vendre, à moins que la bulle spéculative explose. Mais une chose est sûre, les grands perdants de l'accord commercial liant les États-Unis, le Canada et le Mexique, ce sont surtout les petits producteurs mexicains. La politique économique néolibérale ne se contente plus de contester les droits et les acquis pour lesquels Emiliano Zapata s'était battu, elle les détruit.